Radio Terrazen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité. Bienvenue à tous sur Radio Terrazen dans notre émission bimensuelle consacrée à la psychologie avec pour animatrice invitée Anne-Catherine Sabas. Bonsoir Anne-Catherine. Bonsoir Olivier, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vous rappelle qu'Anne-Catherine est psychothérapeute à Fontenay-sous-Bois. Je vous donne son site internet www.anne-catherine-sabas.com où vous retrouvez ses activités, son actualité, dont on parlera tout à l'heure, de votre actualité, Anne-Catherine. Oui. Hein. Mais notre émission est consacrée ce soir à le dernier livre qui va sortir, c'est-à-dire que nous l'avons en avant-première, il va sortir le 13 janvier en librairie, et ce livre s'appelle « Le pouvoir d'être heureux ». Alors Anne-Catherine a publié aux éditions Bussière, qui est un éditeur habituel pour elle, puisqu'elle a déjà édité un certain nombre de livres, 6, me fait-elle signe, dont Libérez-vous par le pardon, Triompher de la souffrance au travail, Triompher des manipulateurs, et Petit manuel de survie quand un de vos proches va voir un psy, dont on a parlé dans une émission précédente. Donc ce soir, le livre qui vient de sortir s'appelle « Le pouvoir d'être heureux ». Alors, pour nos auditeurs qui évidemment ne peuvent pas encore voir le livre, la couverture du livre est un magnifique sphinx, c'est-à-dire phénix, excusez-moi, phénix, c'est-à-dire cet oiseau, pour ceux qui ne savent pas quel oiseau il est, qui a, peut-être vous nous en parlerez après, Oui, des tout à fait. caractéristiques. Alors Anne-Catherine, peut-être est-ce qu'on peut commencer par des vœux adressés à nos auditeurs pour cette année 2016? Oui, tout à fait. Meilleurs vœux à vous tous. Alors moi, j'ai envie bien sûr de vous souhaiter de vivre ce que vous avez envie de vivre, parce que c'est quand même agréable d'avoir du plaisir et du bonheur. Et puis aussi d'être capable de reconnaître les surprises et les opportunités que la vie nous propose de temps en temps. Et puis, un souhait qui m'est cher et que je me souhaite régulièrement aussi, c'est d'avoir du temps pour profiter de tout ça. Nous vivons une époque où la vitesse règne et nous passons souvent à côté de beaucoup de choses parce que nous n'avons pas le temps de les voir ni d'en profiter. Donc je vous souhaite le bonheur et le temps de le savourer. Le sous-titre du livre n'est-il pas « Renaître au bonheur chaque jour » ? Absolument. Et c'est d'ailleurs formidable que ce livre sorte en début d'année, puisque nous sommes dans un nouveau cycle. Donc, il est question de l'émergence. Le phénix, puisque vous l'avez abordé tout à l'heure, Olivier, le phénix, c'est ce merveilleux oiseau qui a le pouvoir de renaître de ses cendres. En fait, il se consume lui-même quand son temps est venu. C'est un oiseau qui nous parle des cycles de la vie, qui nous parle de la transformation, du processus de mort et de renaissance, et qui se consume lui-même et renaît à partir de ses cendres. Donc c'est une métaphore de notre capacité, que vous allez bien sûr développer en lisant ce livre, notre capacité à aller nous transformer, à aller renaître, quels que soient les deuils ou les morts successives que la vie parfois nous inflige dans des domaines de notre vie. Nous avons le pouvoir de renaître au bonheur chaque jour, de transformer nos pensées, de transformer notre vision de la vie et ainsi de nous mettre vraiment en harmonie avec le meilleur. Merci pour ces magnifiques vœux pour 2016. Alors, je vous propose qu'on
on rappelle à nos auditeurs, pardon, que nos émissions, alors on avait une émission qui était dédiée aux rêves, qui était le premier mardi de chaque mois, le troisième mardi de chaque mois. Oh, ce soir, voilà, j'ai du mal, ça va venir. Le troisième mardi de chaque mois, et le premier mardi de chaque mois, une émission consacrée à la psychologie sur des thèmes plus généraux. Alors, à partir de février, on va modifier cette programmation de la manière suivante. On aura une émission et non plus deux, qui sera peut-être un petit peu plus concentrée ou peut-être un petit peu plus longue, et qui commence le 2 février, donc, et qui s'intitulera En route vers la paix. Tout un programme magnifique. Alors, on a réfléchi au titre En route vers la paix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre? Alors, nous avons choisi tous ensemble, bien sûr, avec toute l'équipe de Radio Terrazen, et vous aussi, Olivier, nous avons décidé de fusionner ces deux émissions pour, comment dire, pour légitimer le fait que nous avions envie d'aller travailler sur des sujets un peu plus en profondeur. L'émission sur les rêves est intéressante et elle a intéressé beaucoup de gens, mais j'avais envie vraiment là d'aller proposer quelque chose qui puisse faire des ponts entre plusieurs disciplines, la psychologie bien sûr, puisque j'exerce la psychothérapie depuis bientôt 20 ans, mais aussi la spiritualité, et puis donner des outils qui peuvent nous permettre d'aller nous rapprocher de la paix. Alors, ceux qui sont habitués de nos émissions savent que j'ai plusieurs fois, et vous aussi Olivier, parlé du thème du pardon, qui est un thème qui m'est très cher. Nous avons parlé de tout le travail magnifique que fait Olivier Clerc sur le pardon, les cercles de pardon, suite à l'enseignement de Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec. Je ne peux pas m'empêcher de leur faire un petit peu de publicité de temps en temps parce que je crois vraiment que ce travail le mérite. Et donc, à partir aussi de ce travail sur le pardon, nous avons élaboré, enfin nous avons compris tout simplement que la paix, c'est une histoire de pardon, c'est une histoire de réconciliation, c'est une histoire d'apaisement avec soi-même, d'apaisement avec son histoire. Ça, c'est bien sûr le travail de la psychothérapie. Mais notre histoire, c'est notre passé, c'est notre présent, c'est aussi notre futur, c'est aussi l'histoire de nos ancêtres. Ça, c'est la psychogénéalogie. Et puis, c'est plein d'outils que nous avons à notre disposition. Et le livre Le pouvoir d'être heureux, dont nous allons parler dans cette émission, fait partie de ces outils. Nous allons donc mettre à la disposition des auditeurs un concentré d'outils, de réflexions, de propositions qui peuvent nous permettre chaque jour de nous rapprocher de la paix intérieure, parce que bien sûr le postulat, c'est que plus nous sommes en paix intérieure, plus nous pouvons être en paix avec notre entourage proche, mais aussi avec le monde. Et ceux qui me connaissent savent que la paix dans le monde est un de mes rêves, et que j'essaye jour après jour d'amener ma pierre à l'édifice pour pouvoir essayer de propager ces idées-là. Alors ce soir, il y a bien sûr tout le contenu du livre, mais j'ai remarqué qu'il y avait comment dirais-je, des signes dans ce livre qui sont plutôt de la forme, c'est-à-dire la couverture, le dédicataire, le préfacier, etc., dont j'ai envie qu'on parle parce que je pense que ce sont des éléments qui sont importants et qui évidemment ont du sens pour vous et qui ne sont pas de simples petits détails usuels, voilà, qu'on met dans un livre. Alors, donc ce livre est alors moi j'aime bien le format du livre, je vous l'ai dit quand je l'ai eu en main. C'est un livre qui fait 150 pages à peu près, qui est très agréable à regarder parce qu'il est illustré avec des petits dessins bleus vraiment très mignons. Et c'est donc un livre qu'on a envie de dévorer en une seule fois ou en 2 fois, hein, le temps de manger ou d'aller boire un café. Et il se trouve que ce n'est pas tellement la vocation du livre, d'être dévoré en une seule fois. Alors, mais venons-en à la personne à qui vous avez dédié ce livre. J'ouvre le livre et je vois, alors évidemment je ne vais pas vous faire toute la lecture, vous avez la présentation de l'auteur, donc de vous, et à la page 7, il y a la dédicace à Karine. Point. Enfin d'ailleurs c'est une virgule, mais voilà. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu plus sur cette Karine? Alors, Karine est une amie qui se reconnaîtra et qui va recevoir le livre.
Et j'ai pris l'habitude depuis quelque temps de dédicacer mes livres à cette personne, qui d'ailleurs considère qu'elle ne le mérite pas. C'est une des raisons supplémentaires qui font que j'ai envie de lui dédicacer. Karine fait partie des gens qui œuvrent souvent silencieusement pour aller amener de la réconciliation, de la guérison et de la paix dans ce monde. Alors, peu importe quel est son nom de famille et peu importe ce qu'elle fait exactement, et évidemment, la confidentialité m'oblige à ne pas vous en dire plus, mais elle est pour moi, cette femme, un exemple de tout ce qui peut être fait. Chacun à notre niveau, avec nos talents, avec nos dons, avec notre bonne volonté, pour essayer d'amener un petit peu de douceur et d'amour dans ce monde. Elle est pour moi un exemple et une inspiratrice, et quelqu'un qui fait partie des gens précieux qui m'ont aidé à des moments aussi difficiles, et m'encourage à donner le meilleur de moi. Voilà, donc ce livre lui est dédicacé. Très bien. Et la préface a été rédigée par Andreas Mamet. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur Andreas? Oui, alors Andreas Mamet est quelqu'un que vous trouverez sur Internet, Andreas Mamet, M-E-M-A-M-E-T. Il se trouve que j'ai connu Andreas en fait après avoir écrit ce livre, et qu'Andreas est un spécialiste des mantras. Alors les mantras, nous allons certainement en parler Tout à durant fait. l'émission, puisque dans ce livre, je propose des mantras. J'ai appelé ces mantras d'une manière un peu particulière, je les ai appelés les Medi-mantras. On pourra développer tout à l'heure pourquoi. Et Andreas, donc, qui est quelqu'un qui a un long chemin spirituel derrière lui, et qui a été, entre autres, un des élèves ou disciples, je ne sais pas comment il faut dire, d'Osho. Certains d'entre vous, bien sûr, connaissent Osho. Andreas a écrit un livre qui s'appelle Graines d'éveil pour occidentaux désorientés, et il anime en fait sur une radio que je ne nommerai pas, puisque c'est une radio concurrente, un show, enfin une émission hebdomadaire où il transmet toutes ses connaissances et toute sa sagesse en termes de spiritualité et de mantras. Donc les mantras, depuis des millénaires, sont des courtes phrases, des propositions en fait qui ont une visée spirituelle. On leur attribue un pouvoir presque magique, parce que quand on les répète avec une intention particulière, il y a des mantras adressés à tous les dieux, et on peut en inventer, bien sûr. Une prière est une sorte de mantra. Un mantra va mettre en effet des vibrations en action, et va surtout nous aider à canaliser nos pensées. C'est un petit peu aussi l'objectif du livre. Voilà, donc j'ai demandé évidemment à Andreas de préfacer ce livre, et j'en profite pour le saluer au passage, et le remercier pour tout le travail qu'il fait pour cette humanité. Alors, c'est intéressant que vous parliez un peu d'Andreas, parce qu'il est vrai que, alors, ayant lu la préface, et je ne peux pas dire que je connais Andreas, mais enfin, disons que je l'ai déjà vu et j'ai déjà suivi des mantras avec lui, et je me suis dit, ah, il est trop modeste cet Andreas avec tout ce qu'il sait faire, il parle à peine de lui dans la préface. Je trouve qu'il aurait dû parler plus de lui et de ses mantras, parce qu'en effet, il y a un lien avec ce que vous développez par la suite. Alors, comment vous est venue l'idée de ce livre? Alors en fait, ce livre a été le fruit d'une longue élaboration. Je suis habituée avec les éditions Bussière, avec lesquelles je travaille depuis quelques années, dans des conditions assez exceptionnelles, il faut l'avouer. Je suis habituée à envoyer un manuscrit et puis à ce qu'il soit publié presque tel quel, évidemment après correction des fautes d'orthographe. Et là, quand j'ai proposé à mon éditrice un début de manuscrit, puisqu'au départ c'était un début, tout de suite, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une élaboration qui était nécessaire. J'avais au départ une idée qui était très différente, qui était de faire un recueil de textes qui pourrait correspondre en fait ça a un nom, mais je l'ai oublié. En fait, vous savez, ces livres où vous avez une pensée par jour. Et on a réalisé ensemble que ça serait intéressant d'aller proposer des textes un peu plus ciblés sur des thèmes particuliers. Parce qu'en fait, ce livre est un recueil de propositions qui sont construites toujours de la même façon. Comme vous l'avez dit, Olivier, le titre, c'est Le pouvoir d'être heureux, renaître au bonheur chaque jour. Donc nous partons en fait d'une proposition qui est souvent désagréable et négative, c'est-à-dire si aujourd'hui
je me sens mal parce que ceci ou cela, je décide que. C'est-à-dire, nous partons d'une réalité qui est un état d'âme justifié par des circonstances, justifié par des épreuves souvent, avec lesquelles nous sommes, nous sommes englués là-dedans. Alors bien sûr, c'est très détaillé, chacun se reconnaîtra. Et à partir de ça, nous prenons cette décision d'aller modifier quelque chose de notre vision des choses, d'aller nous positionner différemment. Ça demande bien sûr un choix, une décision. Et donc le livre est construit là-dessus. Si aujourd'hui, point de suspension, je décide que, et à la fin, nous avons donc ce Medi-mantra qui va nous aider. Et chaque texte est construit sur ce modèle avec bien sûr des grandes parties. Je peux en citer certaines si vous voulez. L'amour de soi, la confusion, la solitude, la confiance en soi, le deuil, le manque, la perte de sens, l'anxiété, l'adversité, la maladie, etc., etc. Et pour chaque rubrique, vous allez avoir donc plusieurs propositions. Alors après, chacun, bien sûr, peut lire le livre comme il veut. Il peut le lire d'une traite. Et puis, il peut aussi, si par exemple, aujourd'hui, il se sent seul, ouvrir à la page solitude et lire, par exemple, si aujourd'hui, je crois me retrouver dans un désert aride et silencieux, c'est en fait une opportunité, etc., etc. Il y a 10 lignes, je ne vais pas bien sûr tout vous lire à l'antenne. Je décide de refaire ma connaissance, de me reséduire en quelque sorte, de redécouvrir qui je suis, etc., etc. Et le Medi-mantra pour cette proposition, c'est « Aujourd'hui, je me rencontre vraiment ». Voilà. Alors, il y en a plusieurs, bien sûr, des comme ça. L'idée étant que cette courte phrase qui est un résumé, qui est un éclairage particulier, il y a bien sûr un parti pris là-dedans, hein, va pouvoir être utilisée comme un mantra, c'est-à-dire une phrase qu'on répète, on peut même la chanter. J'ai proposé en introduction, amusez-vous avec ces phrases, modifiez-les, rajoutez quelques mots, changez quelque chose si vous voulez, faites-en une prière, faites-en mettez-le comme un pense-bête sur un post-it, et puis imprégnez-vous de cette idée, de cette vibration, jusqu'à ce que votre état d'esprit change. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ça Medi-mantra, parce que c'est aussi un support de méditation. Il peut arriver que j'ouvre au hasard, là, je vous donne un exemple, j'ouvre au hasard dans la rubrique Les déceptions. Alors, je ne vais pas vous lire toute la page, mais le Medi-mantra, pour la page 78, c'est « Je reconnais l'amour qu'on me porte, même s'il est exprimé imparfaitement ». Voilà, c'est un sujet de méditation, hein, et c'est un sujet de réflexion. Il s'agit de tendre vers un nouvel état qui ne va pas être créé en une fraction de seconde, évidemment. On peut imaginer qu'après quelques temps de pratique de ce livre, on va développer une capacité à modifier rapidement son état d'esprit. Le but, bien sûr, c'est ça. Mais dans un premier temps, si déjà ça peut être un support de méditation pour nous permettre de sortir de nos ornières, de sortir de nos impasses, déjà, ce livre aura rempli sa mission. Alors, ce que vous venez d'expliquer indique pourquoi je vous disais au départ que c'est un livre qui est d'un format léger, 150 pages, qu'on peut lire en une seule fois, mais qui évidemment ne se prête pas vraiment à une lecture au kilomètre, parce qu'il mérite qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps à chaque page. C'est un manuel, il ne s'appelle pas manuel, mais c'est un manuel au sens où c'est un livre pratique qui est destiné à être mis en application, et donc pas à être appris par cœur, ni à être lu en une seule fois et reposé dans les rayons de sa bibliothèque. Alors, la forme donc est celle que vous indiquez, c'est-à-dire ça commence par « si aujourd'hui » plus quelque chose qui n'est pas tellement agréable. Alors, on comprend bien que vous ne dites pas « si aujourd'hui c'est le pied, tout baigne, c'est le bonheur ». Quoique, d'ailleurs, vous auriez pu dire quelque chose là-dessus, je ne sais plus, mais... Non, ça ne doit pas arriver souvent, non, non, absolument. Là, par exemple, je suis dans la rubrique La maladie, la douleur. Si aujourd'hui mon corps est faible, j'ai l'impression d'être touchée dans mon identité profonde, hein. Si on a besoin de changer, c'est que quelque chose ne va pas, hein. Si tout va bien, en effet, on n'a pas besoin d'acheter ce genre de livre, sauf pour l'offrir à nos amis, évidemment. Exactement. Ce qui suppose aussi qu'on puisse reconnaître que quelque chose ne va pas, qu'on puisse ressentir que quelque chose ne va pas. Et c'est pour ça que, évidemment, les thèmes que vous énonciez tout à l'heure
sont des termes des thèmes, pardon, le surmenage, la confiance, l'anxiété, l'adversité, etc., sont des thèmes qui ont une connotation plutôt, euh, plutôt contraignante ou négative, ou en tout cas Désagréable en voilà, tout cas. désagréable, qui suscite de la peur, de la colère, de la tristesse, que sais-je. Et oui, Oui, alors, en effet, j'ai proposé des solutions, entre guillemets, pour modifier des états d'âme négatifs, mais en fait, dans les rubriques, si on regarde les titres des rubriques, il y a des choses désagréables, mais il y a aussi des choses ah, agréables. tout à fait. C'est-à-dire que vous avez une rubrique qui s'appelle la confiance. Alors, ce qui est sous-entendu, bien sûr, c'est quand vous manquez de C'est ça, confiance. il y a le plaisir Voilà, il y a le quand vous en plaisir manquez. aussi, voilà, l'amour de soi, hein, comment le retrouver, la confiance en soi, la guérison, l'apaisement. Alors, je trouve que c'est tout à fait cohérent de, de, de commencer par quelque chose qui est de l'ordre de la plainte, puisque c'est le pouvoir d'être heureux. Ce que je comprends de la manière suivante, c'est que si on a le pouvoir d'être heureux, ça sous-entend que ça tombe pas naturellement comme ça, et donc c'est assez naturel que vous preniez des situations où précisément on a l'impression de ne pas l'être. Et donc comment transformer cette situation pour le devenir? Alors, ce qui est intéressant, vous avez parlé tout à l'heure en introduction du pouvoir, sur le fait qu'effectivement c'est une démarche de volonté, ça ne tombe pas du ciel. Il se peut qu'on soit bien le matin parce qu'on est bien, mais il est rare qu'on reste bien intégralement une journée ou une semaine d'affilée. Enfin, je veux dire, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens à qui ça arrive, et tous autant qu'on est, on passe forcément par cette cartographie des états d'âme qui est votre table des matières, par l'anxiété, l'adversité, les déceptions, etc. On y passe tous. Et euh, qu'est-ce que vous entendez, vous, hein, par heureux? Parce que c'est évidemment un mot, le bonheur, qui a pratiquement autant de définitions qu'il y a de gens. Alors, vous voulez savoir en fait quelle est ma définition du... Définition Hmm. ou ressenti ou sensation, couleur. Alors, moi j'aurais tendance à vous dire que quand on est heureux, on le sait. Mhm. Hein. Quand on est bien, on le sait. Quand on est rassasié, on le sait. Quand on est amoureux, on le sait. Quand on est joyeux, on le sait. Et je crois que, bon, c'est déjà la première définition que je peux vous donner. Le bonheur, ça serait peut-être tout simplement cette absence de questionnement ou cette absence de doute. Hein, quand on commence à se demander est-ce que je suis heureux, bon, Ah, c'est qu'il y a quand même c'est pas quelque bon, chose hein. d'un peu louche quelque part. Alors, on peut se le demander pour arriver à la conclusion qu'on est heureux. Moi, il m'est arrivé samedi dernier, samedi matin, un moment formidable. J'étais dans mon cabinet, je reprenais mes consultations après 10 jours de vacances bien méritées. Et tout à coup, j'écoutais une dame me raconter des choses qui n'étaient pas évidemment très agréables, sinon elle ne viendrait pas me voir. Et tout à coup, j'ai croisé son regard et j'ai regardé dans ses yeux cette confiance qu'elle me faisait. Et tout à coup, je me suis dit, j'ai une vie merveilleuse. Voilà. Mhm. Et une émotion est arrivée que j'ai essayé de dissimuler, bien sûr, parce que elle n'était pas là pour entendre mon émotion. Et à cet instant, je peux dire vraiment, j'ai été heureuse parce que je me sentais à ma place. Voilà. Donc, être heureuse, chacun, bien sûr, il verra ce qu'il veut, mais je crois que c'est être en paix avec sa vie et sa réalité avant tout. C'est ça. Donc vous associez le bonheur à la paix. Euh, enfin, en tout cas, c'est une composante importante, À la hein. sérénité, oui, à la paix. C'est Mhm, ça. tout à fait. Et alors, on va faire un petit rappel parce que l'émission court. Je vous rappelle pour nos auditeurs qui nous prendraient en route que nous sommes dans l'émission mensuelle de Anne-Catherine Sabas consacrée à la psychologie et nous sommes sur Radio Terrazen. Donc Anne-Catherine, nous sommes en train de parler du livre qui va sortir dans quelques jours, le 13 janvier, qui s'appelle Le pouvoir d'être heureux chez Bussière. Et le sous-titre, c'est Renaître au bonheur chaque jour. Oui, donc le livre est structuré de la manière suivante. Chaque page présente un si aujourd'hui. On me propose de partager un plaisir, une distraction. Je peux avoir envie de refuser. Je suis en train d'en lire un. Le plaisir est souvent une affaire de goût, etc., etc. Je décide de me souvenir que j'ai le droit d'aimer certaines choses. Et je ne lis pas tout. Et le Medi Mantra, qui est la troisième partie de chaque page, j'ai le droit de me distinguer de ceux que j'aime. Finalement,
ce livre a l'air facile à lire, et en effet, il l'est au sens où le langage que vous employez est un langage qui est simple à comprendre. Pour autant, c'est vrai que le si aujourd'hui, par exemple, je prends une autre page 78, je suis blessé par des paroles hâtives ou maladroites, j'ai l'impression que l'autre ne pourra jamais réparer le mal, etc. C'est vrai que ce qui n'est pas si évident que ça à la lecture du livre, c'est qu'il n'est pas forcément évident pour tout le monde, et c'est pour ça que le livre enfin, je veux dire, c'est très intéressant parce que tout le monde n'est pas forcément disposé tout de suite à se reconnaître dans chacune des propositions, parce que peut-être telle proposition fait appel à de la colère, mais qu'on ne ressent pas trop la colère, ou que ça fait appel où on ressent une douleur, mais peut-être que la personne n'a pas l'habitude de ressentir la douleur. Donc rien que le constat n'est pas si évident qu'il en a l'air, et il demande déjà une démarche. Je crois qu'à moins qu'on vous ait offert ce livre et que vous l'ayez accueilli avec déception ou tristesse, quand on se tourne vers ce genre de livre, en général, on l'a déjà un petit peu feuilleté et on est prêt à aller se rencontrer soi-même. Hein, sinon, on achète un polar ou autre chose. C'est ça. Si aujourd'hui, alors je reprends la page 78 que j'avais sous les yeux, si aujourd'hui je suis blessé par des paroles hâtives ou maladroites, c'est-à-dire que dans beaucoup des propositions, si aujourd'hui l'adversité, la tristesse, le mécontentement, la déception, etc., est provoquée par un stimulus souvent extérieur. Tout à fait. Mais évidemment, c'est provoqué par un stimulus extérieur, mais ça me fait quelque chose, à moi qui Absolument. lis. Allez-y. Oui, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est que nous sommes nous sommes beaucoup à avoir ce réflexe d'aller démarrer un long travail sur soi auprès d'un psychothérapeute, par exemple, qui va nous amener à nous positionner différemment, à comprendre nos motivations, à relire notre vie différemment. Mais quand nous sommes confrontés à des circonstances difficiles et à de l'adversité, que faisons-nous? Et j'ai vraiment eu envie de proposer des choses concrètes qu'on peut utiliser. Tout le monde ne peut pas aller faire 3 mois de thérapie pour se sortir d'une crise de vie, pour se sortir d'un état d'anxiété. Il faut souvent trouver des réponses rapides. Quand on est en grande souffrance, à part les médicaments, quelles possibilités avons-nous? Nous avons la prière pour ceux qui prient, nous avons les amis pour ceux qui ont des amis qui les soutiennent, mais comment faire soi-même pour aller retrouver une vision des choses, pour aller retrouver l'espoir? Et c'est à ça que j'ai essayé de répondre dans ce livre. Et d'autant plus que le, si la stimulation vient de l'extérieur et qu'elle me provoque, je me place en tant que lecteur, hein, en disant me provoque, par exemple, je me sens blessé, je suis toujours sur la page 78 qui est à la rubrique les déceptions. Alors je vais la lire. Si aujourd'hui je suis blessé par des paroles hâtives ou maladroites, j'ai l'impression que l'autre ne pourra jamais réparer le mal qu'il m'a fait. J'ai peur de voir notre relation irrémédiablement abîmée. En fait, mes attentes tellement précises concernant la façon dont les autres devraient me soutenir et se comporter avec moi m'exposent forcément à des désillusions. Pourtant, les paroles et les actes inappropriés ou déplacés masquent souvent un désir sincère de communiquer, et mes exigences risquent de me faire oublier cela. Ça, c'est la première partie. Alors, je vous la lis parce que je l'ai pris au hasard, hein, vraiment. Euh, Ça illustre le fait que votre positionnement est de reconnaître, d'abord de reconnaître l'émotion qui m'habite, ou la souffrance, ou la douleur, la tristesse, etc., mais de surtout pas la faire porter à l'autre. Et vous dites, pourtant, les paroles et les actes inappropriés ou déplacés masquent souvent un désir sincère de communiquer. Et j'ai remarqué dans la plupart des propositions qu'il y a ce moment où vous distinguez l'autre qui est la stimulation de ma tristesse, de ma douleur, il ne le sait peut-être même pas d'ailleurs, et le fait que vous avez comment dirais-je, le réflexe qui fait partie de la démarche, hein, de ne pas le considérer comme lui responsable et de voir quelque chose de positif là-dedans néanmoins. Alors oui, parce que qu'il soit responsable ou qu'il ne le soit pas, hein, il y a eu des grandes polémiques. On a souvent parlé dans cette émission et dans d'autres de la question des pervers narcissiques, par exemple.
j'ai écrit un livre sur les manipulateurs. Il arrive en effet qu'il y ait des gens autour de nous qui soient réellement toxiques et qui soient réellement destructeurs. Et il ne faut pas non plus nier ça. Mais qu'ils le soient réellement ou pas, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Le pouvoir, et c'est le titre de ce livre, le pouvoir d'être heureux, c'est une injonction, une proposition, une invitation à récupérer notre pouvoir, c'est-à-dire à arrêter d'attendre que ce soit l'autre qui nous rende heureux, hein. L'autre, il est démuni, l'autre, il est faillible, l'autre, il est absolument imparfait, et il est donc tout à fait capable de nous rendre malheureux. Je dis ça avec humour, mais c'est ce qui se passe, évidemment. Donc, qu'allons-nous faire? Nous allons continuer à attendre que l'autre nous rende heureux, ou nous allons prendre en charge, prendre en main notre réalité, notre destin, en décidant de modifier le positionnement que nous avons là-dedans. En tant que psychothérapeute, notre travail, notre quotidien, c'est d'aller ramener du mouvement dans la vie des gens, c'est-à-dire d'aller remuer des choses et d'aller euh, agiter, si l'on peut dire, des choses qui sont figées. Et ce qui est souvent figé, c'est notre vision des choses, c'est nos croyances. Donc ce livre est en fait une invitation à aller mettre nos croyances en mouvement, à aller leur permettre, comme ce joli phénix, qui est d'ailleurs vraiment magnifique, il est plein de couleurs, il est beau ce phénix, leur permettre de se consumer elles-mêmes, hein. Parfois nous avons des croyances qui sont tellement, tellement mortifères qu'elles finissent par se cramer, excusez-moi l'expression, elles-mêmes, et à partir de ça, quelque chose de neuf peut renaître. Et là, évidemment, si une nouvelle vision naît, quelque chose peut se passer dans notre vie. Et après le si aujourd'hui que j'ai lu tout à l'heure, je suis blessé par des paroles hâtives ou maladroites, et toute la suite que j'ai lue, la deuxième paragraphe, je décide de me libérer de mes attentes envers autrui. Ainsi, je peux accueillir les témoignages d'affection et d'intérêt, même s'ils ne prennent pas la forme la plus parfaite. Chacun parle un langage différent et exprime ses sentiments à sa façon. Alors là, on voit bien que le je décide, euh, il est vraiment centré sur soi, enfin sur moi, le lecteur. C'est-à-dire, je n'ai pas de projet pour l'autre. C'est pas parce qu'il m'a blessé, ou plus exactement que je me suis senti blessé par ce qu'il a dit, ce qui n'est pas pareil, hein. Je, voilà. C'est pas parce que je me suis senti blessé par ce qu'il a dit que, que je vais le faire changer, ou enfin lui, il y est pour rien en quelque sorte. En tout cas, c'est le présupposé du livre, c'est-à-dire comment dirais-je, de faire sienne au maximum, ou de faire mienne en tant que lecteur, la responsabilité des choses qui m'arrivent, notamment dans les relations, même si évidemment il faut être deux pour relationner. Euh, Avec le mouvement de ce livre, je décide d'abandonner la position qui est une espèce de mythe, qui me rappelle un mythe de la process communication dont vous avez déjà entendu parler, Anne-Catherine. Et les mythes fondateurs de T.B. Keller sont: tu as le pouvoir de me faire sentir bien, tu as le pouvoir de me faire sentir mal, j'ai le pouvoir de te faire sentir bien, j'ai le pouvoir de te faire sentir mal. Pour lui, ce sont des mythes, au sens ce sont des croyances qui sont fausses. Et ce livre est une illustration très, très, très riche de ces quatre mythes-là. Et donc moi, je décide de faire en sorte de prendre ce qu'il y a de bon dans ces paroles blessantes, et de lui, comment dirais-je, de lui laisser la responsabilité de ce que moi je ne peux pas changer. Je peux pas changer le fait qu'il l'ait dit, par exemple. Oui, enfin, et quand vous dites je décide de prendre ce qu'il y a de bon, je peux décider tout simplement de ne rien prendre du tout. Par exemple. Et en tout cas, comment dirais-je, de reconstituer cette saine frontière qu'il y a entre le stimulus de ma souffrance et moi. Parce que ce qu'il a dit, bah, peut-être dans un autre état d'esprit, peut-être un autre jour, je l'aurais peut-être pris différemment. Donc c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup de moi. Tout à fait. Et le Medi Mantra correspondant, c'est: je reconnais l'amour qu'on me porte, même s'il est exprimé imparfaitement. Et alors, ce Medi Mantra, est-ce que vous l'avez écrit de manière, alors vous disiez tout à l'heure, on peut le chanter, de manière à ce que ce soit, comment dirais-je, que la personne se fasse un refrain dans la journée, qu'elle se le chante, à voix haute, comment, vous voyez, je veux dire? Alors, celui-ci, là, celui que vous avez lu est particulièrement long, hein. En Oui, général, c'est vrai. ils sont beaucoup plus courts. Alors prenons-en un plus court. Euh, Moi, j'ai beaucoup utilisé ça spontanément. Tiens, voilà. Page 44, alors celui-là: ma vie est belle.
mais oui, bien sûr que ma vie est belle, même si je ne vois pas tout, et même si parfois elle est difficile et cruelle, elle est quand même belle, évidemment. Moi, j'ai souvent utilisé ce genre de phrases, tout simplement parce que ce sont des outils formidables pour canaliser nos pensées. Quand nous allons mal, c'est en général parce que, en effet, il y a eu, quelque chose d'extérieur qui nous a fait réagir et que notre système nerveux, nous a fait, ressentir des choses désagréables, qui sont en général justifiées, en effet, par quelque chose. Mais à un moment donné, on va se raconter quelque chose. On va en tirer une croyance, on va en tirer une généralité, que la vie est difficile, que de toute façon, ça sera toujours pareil, que les autres sont ceci ou sont cela, ou que les hommes ceci ou que les femmes cela, etc., etc. On a chacun nos pièges comme ça. Et une fois qu'on est embourbé dans ce genre de croyances, évidemment, on va reconstruire une réalité qui va être absolument désastreuse, puisqu'elle ne, elle sera là pour confirmer nos croyances négatives. Donc il faut couper ce processus. Et pour pouvoir couper ce processus, il faut réussir à reprendre un contrôle sur nos pensées. C'est en fait ce que ce livre pardon, vous dit. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle de vos pensées. Le pouvoir d'être heureux, ça n'est rien d'autre que ça. Hein, c'est de récupérer ce pouvoir, d'en prendre conscience déjà, et puis de l'exercer jour après jour, comme on exerce un muscle, pour réussir à le rendre plus efficace, plus actif, et qu'on puisse surtout le manier à volonté. Donc bien sûr, pour pouvoir faire ça, il faut s'écouter suffisamment pour arriver à reconnaître le moment où on est embarqué dans des pensées négatives et trouver le moyen de les remplacer par quelque chose. Voilà. Donc moi, j'ai utilisé beaucoup ça. Depuis que j'ai commencé ma première thérapie il y a 20 ans de ça, peut-être même avant, je ne sais plus, je me suis amusée régulièrement à écrire des post-it, des petites phrases sur mon agenda, qui étaient comme ce que moi j'appelais des garde-fous, qui étaient en fait des refrains comme ça qui m'accompagnaient pour me permettre comme une petite lumière allumée qui, dans les moments difficiles, me rappelait que j'avais cette possibilité de voir les choses d'une manière positive. Et c'est extrêmement actif, c'est formidable. Oui, et du coup, on comprend le sens de Medi-mantra. J'étais en train de réfléchir à ça pendant que vous parliez. Le mantra étant une parole dont les sons eux-mêmes créent des vibrations qu'on peut démontrer, comment dirais-je, physiologiquement. Et la méditation étant, bon, enfin, chacun sait ce qu'est la méditation, et le Medi-mantra étant, comment dirais-je, quand je dis ma vie est belle, euh, c'est à entendre comme un mantra, au sens où c'est assez court, ça peut se le répéter, mais c'est évidemment le sens qui est important, et plus que le son A, I et L. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc c'est Medi-mantra au sens où ça peut en effet être répété comme une phrase qui va induire un nouvel état de conscience, Tout à en fait. quelque sorte. C'est exactement ça. Je lis la première phrase qui est sur la dernière page de couverture. Le phénix ou phénix est un oiseau légendaire. Phénix, phénix, parce qu'il y a deux orthographes différentes, hein, est un oiseau légendaire, doué de longévité, et caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être consumé sous l'effet de sa propre chaleur. Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection. Voilà, on comprend pourquoi vous avez mis le phénix sur ce livre, puisque chaque page est une invitation à renaître sous une forme plus joyeuse, plus apaisée, plus détendue, plus accueillante, plus heureuse en fait. Voilà, il s'agit vraiment d'une alchimie des pensées, hein. Transformer nos pensées, les laisser mourir hein, quand elles ont fait leur temps et qu'elles ne nous mènent plus nulle part, les laisser mourir et en laisser émerger d'autres. Alors, je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur un autre aspect de la forme du livre. C'est que sur la couverture, il y a le pouvoir d'être heureux, le phénix, renaître au bonheur chaque jour, et il y a un bandeau en haut de la couverture sur lequel c'est marqué coloriage, Medi-mantra, pensée positive. Alors Medi-mantra, on en a parlé, pensée positive, c'est notre sujet, et il y a aussi coloriage. Et en effet, dans ce livre, à la fin de chaque thème, il y a un dessin qui est à colorier. Alors, il y a beaucoup de feuilles, hein. Je vois une main, j'ai vu un soleil, une tête d'éléphant.
qui sont des, comment on appelle ça, le mot m'échappe, vous savez, les dessins concentriques que l'on, les plumes, oui, les dessins concentriques que l'on colorie pour se calmer. Le mot m'échappe. Les mandalas, voilà, c'est ça. Alors même si ce ne sont pas des mandalas, c'est, j'ai l'impression, l'effet qui est recherché dans ces coloriages. Des plumes, des mains, des têtes d'animaux qui sont sur toute une page et qu'il s'agit de colorier. Et en dessous, il y a un petit texte. Par exemple, là, je prends une plume et sous la plume est écrit: pour avoir toujours survécu face à mes détracteurs, je ne leur laisse pas plus de place qu'ils n'en méritent. Et la personne est invitée à colorier. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors, quelques mots sur les mandalas. Les mandalas, en fait, sont des dessins qu'on trouve beaucoup dans les représentations du bouddhisme tibétain, par exemple, et qui ont pour particularité d'avoir un centre. Un mandala est une construction qui prend en fait le cercle comme base. Alors, ça peut être un cercle, plusieurs cercles, pardon. Dans un mandala, il y a un centre, et c'est une invitation donc à se recentrer à l'intérieur de soi, donc aller vers un état presque méditatif. On a d'ailleurs, il y a des gens qui font un travail merveilleux, je pense à mon ami Armel Troyon, que je salue au passage, qui fait un travail avec les mandalas. On s'est rendu compte, par exemple, que chez les enfants un peu trop agités, et même chez des personnes en grande souffrance psychique, voire psychiatrique, le mandala avait vraiment un effet restructurant pour la personnalité. Alors, dans le livre dont nous parlons ce soir, il y a des dessins qui ne sont pas tous en forme de cercle. Là, il y en a un miroir, un soleil, il y en a plusieurs. Mais il y a surtout des formes avec là, je tombe sur une plume avec plein de bulles autour. Il y a des formes qui sont finalement assez délicates et qui invitent. Alors, c'est très très facile à colorier, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de dessin, mais qui invite vraiment à un tracé qui est fin, qui est lent, qui est tranquille, et qui, bien sûr, va être fait sur une page où un Medi Mantra est en dessous. Hein, ce qui sous-entend que pendant que vous faites votre coloriage, il y a la possibilité de méditer sur le sens, en fait, de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, je suis là à la rubrique L'amour de soi. Il y a une plume magnifique avec des bulles qui émergent comme si elles sortaient de l'eau. Et la légende dit: je prends soin de ce dessin comme de moi-même et découvre la force insoupçonnée qui réside en moi. C'est-à-dire qu'à chaque geste, à chaque tracé, à chaque trait de crayon ou de feutre, nous allons travailler sur nous. C'est comme une méditation active qui nous permet de commencer à aller transformer ce que nous voulons transformer en nous. Oui, c'est une nette invitation au recentrage. Alors, il y a un certain nombre de plumes, en effet, et ces plumes ont toutes des formes différentes, toutes plus magnifiques les unes que les autres, et qui sont ponctuées à chaque fois d'une invitation, comme par exemple celle qui se trouve juste avant la guérison, l'apaisement, sous laquelle il est écrit: je me connecte à la vie qui est en moi. Et évidemment, on est invité à se répéter cette phrase comme un mantra, en quelque sorte, tout en effectuant ce coloriage. Ça me fait penser à quelqu'un qui, par exemple, ferait du tai chi ou qui ferait un kata en arts martiaux. Voilà, où on est invité à se centrer à se concentrer avec une pensée positive. Et le mix concentration sur quelque chose plus pensée positive renforce l'effet de ce livre. C'est vraiment un rituel en fait que je vous propose. C'est un acte magique. Le rituel, comme le mantra, a des pouvoirs magiques dans la mesure où ils sont transformateurs. Et chaque geste qu'on va faire avec une intention, avec la conscience d'un objectif qu'on veut atteindre, va venir nous transformer intérieurement. Et c'est le but de ce livre, pouvoir prendre conscience au fil des pages que nous sommes capables d'aller modifier quelque chose en nous. Moi, je vois souvent des gens
qui arrivent en ayant une image absolument désastreuse d'eux-mêmes et qui sont convaincus qu'ils n'arriveront jamais à changer quoi que ce soit. Parce qu'ils sont malheureux depuis toujours, parce qu'ils sont anxieux ou déprimés depuis tellement d'années qu'il leur est devenu absolument impossible d'imaginer que quelque chose puisse être changé. Et en fait, dans ce livre, à mesure que nous faisons les dessins, nous nous apercevons petit à petit que quelque chose est en train de se modifier en nous. Hein, comme si c'était plus fort que nous, finalement. C'est le processus de la vie, et c'est de ça dont le phénix nous parle, de cette vie qui nous transforme, parfois à notre insu, et qui fait que parfois nous nous disons oh là là, tiens, ça, c'est résolu, ça s'est résolu tout seul, ou j'ai changé. Je suis à la page 97, dans la rubrique Le deuil, le manque. Et il est dit la chose suivante, vous dites, si aujourd'hui un ami s'éloigne de moi ou pire, semble se retourner contre moi, je suis confronté à la douleur de la perte. Cela n'est pas la première fois que ça m'arrive. Pourtant, chaque deuil est douloureux. Je ne parviens pas à m'habituer à perdre les relations importantes. Lorsque je m'aperçois que mes valeurs morales sont inconciliables avec celles de mon ami, par exemple, il paraît pourtant inévitable que le lien soit en réel danger. C'est triste, il est vrai. Je décide d'apprendre à laisser certaines relations s'éteindre d'elles-mêmes. Elles ont fait leur temps, elles ont atteint leurs limites. Pourrais-je vivre en paix avec moi-même si je m'obligeais à renier mes valeurs profondes pour maintenir une pseudo-relation? Et le Mehdi Mantra est le suivant. J'accepte de laisser partir ceux dont le chemin s'est trop éloigné du mien. Alors, j'ai lu cette page. Ce qui est bien avec ce livre, c'est que je peux prendre des pages au hasard, je trouve matière à commenter, voilà, et d'une manière joyeuse. Et là, je note que, encore une fois, là, il ne s'agit pas d'accuser l'autre de quelque chose. Euh, Apprendre à laisser certaines relations s'éteindre d'elles-mêmes, ça ne veut pas dire que l'autre est méchant, ni que l'autre a fait ci ou a fait ça. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose à accepter dans dans la douleur qui est la mienne, dans le deuil que je me prépare à faire. Il y a une acceptation à faire, une acceptation à vivre. Et alors cette page me fait penser aussi à quelque chose dont je voulais vous parler de toute manière, qui est le pardon. Alors on a déjà parlé de vos interventions, pardon, aux journées du pardon précisément, et il y a quelque chose dans chacune des pages. Le pardon est un peu en sous-titre de chacune des pages. Je parle du pardon à soi-même. Oui, oui, oui. Vous me Je dites ne oui sais comme... pas quoi vous répondre. D'accord, Je vous ok. écoute, je ne sais pas quoi vous répondre en fait. Euh, oui, le pardon dans le sens de réconciliation. Pardon ne veut pas dire, ça mériterait qu'on refasse une émission là-dessus un jour, mais pardon ne veut pas dire qu'il y a un coupable et une victime. Pardon veut dire que quelque chose nous est resté en travers de la gorge, tout simplement, que ça n'a pas été digéré, ça n'a pas été métabolisé. Et tout le cheminement du pardon est d'arriver à faire la paix avec la réalité, pouvoir concevoir que quelque chose a existé, qu'on découvrira peu à peu le sens que ça a eu, si ce n'est pas encore fait, et que plutôt que de continuer à dépenser de l'énergie, à lutter contre cette réalité, si nous l'acceptons, nous pouvons libérer cette énergie pour l'utiliser ailleurs. C'est donc là encore nous remettre en mouvement. Alors, je vous propose, comme je vois le temps qui file, et que nous sommes à 10 minutes du terme de notre émission, qu'on parle un peu de votre actualité, Anne-Catherine. Oui. Voilà, Donc, vous voulez que je vous parle de mon s'il actualité, vous plaît, Olivier? s'il vous plaît. Alors, nous sommes début janvier. Donc, la prochaine actualité importante, c'est la sortie de ce livre, Le pouvoir d'être heureux, donc le 13 janvier, pardon, aux éditions Bussière. Si vous pouvez aller le commander chez le libraire du coin, c'est mieux hein, que les géants sur Internet. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc ça c'est pour le mois de janvier. Que vais-je faire d'autre? En mars, je serai à Braine-l'Alleud, qui est une petite ville belge pas très loin de Waterloo, pour la deuxième édition du salon Elle se livre, qui est un salon littéraire qui regroupe des auteurs femmes essentiellement. Je vous proposerai, donc j'étais là-bas l'année dernière et ce fut un plaisir parce que c'est toujours un plaisir de retrouver nos amis belges. Ce salon a donc lieu le 5 et 6 mars, donc en Belgique à Braine-l'Alleud. Vous trouverez toutes les infos sur mon site à la rubrique agenda.
Donc, je rappelle mon site www.anne-catherine-sabas.com. Donc, à ce salon, je vous proposerai 2 conférences, puisque le thème de ce salon est la femme, que comment dire, moi je transforme un peu la femme en féminin, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse surtout, c'est de parler du féminin, ça touche bien sûr les hommes aussi. Donc la première conférence sera sur le thème en fait du surmenage, et j'ai intitulé ça Femmes et sur tous les fronts, comment ne pas perdre son âme quotidiennement. Hein, des hommes se reconnaîtront aussi. Et la deuxième conférence qui aura lieu le dimanche parlera d'un aspect du féminin qui est la maternité et ce que j'ai appelé le cœur de mère. Et donc, le titre de la conférence sera Redécouvrir son cœur de mère pour guérir l'humanité. Voilà, donc ça c'est en mars. En avril, le 10 avril, à Bagnolet, donc en banlieue parisienne, nous animerons Isabelle Augmar et moi. Isabelle est une amie et collègue que je salue au passage, dont vous pourrez retrouver aussi les informations sur mon site à la rubrique cabinet, puisqu'elle officie au cabinet d'Alérac. Isabelle travaille avec les vibrations thérapeutiques, les bols tibétains entre autres, ça tout le monde connaît, mais aussi une foule d'instruments absolument passionnants. Et nous allons ensemble animer notre premier atelier où nous utiliserons les mantras, les sons, la voix. L'idée étant d'aller, comment dire, inviter à l'émergence de certaines choses en soi. Donc ça aura lieu le 10. Ensuite, en mai, je serai à Agno le 21 et 22 mai pour un salon aussi qui s'appelle, je crois, Santé et Bien-être, où je proposerai aussi une conférence sur la souffrance au travail. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions, Anne-Catherine. Vous parliez de surmenage et je feuilletais votre livre au thème du surmenage. Et voilà, je lis une phrase qui: Si aujourd'hui, la pression et le stress me submergent, je ne réussis plus à garder la tête froide et je commence à paniquer. Je ne parviens plus à contenir les angoisses et à repousser la peur. Et ce que je vous propose, puisque je suppose que tout le monde a connu ça, c'est de ne pas continuer la lecture et de laisser les futurs lecteurs découvrir ce qu'on peut décider. Hein. Oui, tout à fait. Si aujourd'hui, c'en est un autre, j'ai l'impression de ne plus avoir le temps de reprendre mon souffle, c'est peut-être parce que mon esprit, mon temps et mon énergie sont trop sollicités. À la suite, la suite. Eh mais non, Alors je ne non, vous non, la on dis va pas pas. vous dire la suite. Je dis ça, excusez-moi, je finis. Je dis ça parce que voilà, j'ai pris deux pages, encore une fois au hasard, sinon que c'est dans le thème le surmenage, et on voit bien que ce sont des situations qui ne sont pas des situations de luxe que vous auriez créées pour l'occasion, c'est vraiment des choses qu'on peut vivre, et j'allais dire qu'on vit tous, sinon tous les jours, du moins chacun peut vivre ça. Et voilà, alors que faites-vous, chers auditeurs? Alors, j'avais la tentation au début de l'écriture de ce livre de me lancer dans quelque chose d'un peu philosophique, d'un peu compliqué, d'un peu réfléchi. Et à mesure que nous en discutions avec mon éditrice et que je lui proposais quelques textes que j'avais commencé à écrire, ce qui apparaissait, c'est que nous sommes tous confrontés à des situations qui sont toujours les mêmes et nous avons besoin de réponses concrètes. Que faisons-nous maintenant quand nous souffrons parce que un ami s'éloigne de nous, parce que nous sommes surmenés, parce que quelqu'un nous a dit une parole maladroite, parce que nous sommes malades, cloués au fond de notre lit? Comment traverser ça? Et pour ça, il faut des réponses simples, des réponses faciles à mettre en œuvre, qui ne nécessitent pas d'avoir fait 10 ans de psychanalyse ou de connaître tous les rouages de la communication non violente. Et c'est ça que j'ai voulu proposer. Des choses que n'importe qui peut mettre en œuvre, même un enfant peut l'utiliser. C'est ça. Et j'ai les je décide correspondants sous les yeux. Et en effet, ce sont des invitations. Ce ne sont pas des prescriptions, c'est vraiment des invitations, des propositions, des options, hein, que vous proposez qui en effet, sont possibles à mettre en œuvre instantanément en termes de comportement. Et c'est vrai, on n'est pas dans la psychanalyse, on n'est pas dans mon père, ma mère, ma grand-mère, on est dans le qu'est-ce que je peux faire Tout à fait. tout de suite. Parce que si je veux retrouver mon pouvoir et si je veux l'utiliser, il faut commencer par décider de le faire maintenant. Hein, c'est maintenant que ça se passe. C'est ça. Je fais une pause et j'accueille la paix dans tout mon être. Là, je vous ai donné un des Medi Mantras
qui sont une suggestion par rapport à l'un des 6 aujourd'hui que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, Anne-Catherine. Alors, puisque nous parlons d'actualité, je me permets de répéter ce que vous avez annoncé en début d'émission, c'est que nous allons passer donc au mois de février à une émission mensuelle par mois qui va s'intituler En route vers la paix, hein. Et il s'agira là aussi d'aller partager avec vous des outils très simples pour retrouver la paix. Retrouver la paix intérieure, c'est retrouver la paix dans nos émotions, dans notre santé, dans notre corps, dans notre famille, dans notre couple, dans nos relations avec nos enfants, dans nos relations avec notre patron, avec nos voisins, etc., avec notre histoire. Et c'est des choses qui nécessitent qu'on prenne le temps de les mettre en pratique, parce que c'est dans notre vie quotidienne qu'elles nous font souffrir, ces choses-là. C'est pas dans une semaine, c'est maintenant. Hein, les gens qui sont en surmenage, c'est maintenant qu'ils souffrent. Et c'est maintenant qu'il faut leur amener une solution. Alors, j'ai sous les yeux la table des matières dans laquelle sont listés les différents thèmes, le surmenage, les relations, la confiance, etc. Je ne vais pas vous les lire tous. Et si ce n'est que vous avez terminé par, dans l'ordre, l'amour de soi, protéger son intégrité, la solitude. Et ces thèmes, vous les avez mis dans un ordre volontaire ou ils sont venus instinctivement en quelque sorte? Alors, ils sont Enfin, je venus. parle de l'ordre, hein. Alors, en fait, j'ai commencé par écrire les textes. Et quand je me suis retrouvée avec, je ne sais plus, 70 ou 80 textes, D'accord. il a été question, et ça, c'est un travail que nous avons accompli, l'éditrice et moi, il a été question de les regrouper, hein, par thème. Alors oui, des thèmes se sont imposés d'eux-mêmes. Et après, alors l'ordre a été assez arbitraire, en fait. Mhm. Et une question un peu plus personnelle, j'imagine que pour écrire ce livre, euh, vous n'avez pas uniquement pensé à ces thèmes, à ces si aujourd'hui. J'imagine qu'il y a certains de ces si aujourd'hui que vous avez vécu vous-même et que, étant dedans, vous étiez en quelque sorte dans la meilleure position pour... Alors, je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a un de ces thèmes que je n'ai pas vécu? Ah, ben voilà, c'est plus simple. Oui, disons que, bon, globalement, bien sûr, j'en ai vécu la plupart. Et puis, pour les autres, il n'est pas très compliqué d'aller extrapoler, hein. Mhm. Quand vous... Oui, enfin, bon, C'est ça, donc c'est évidemment c'est bien sûr du des vécu, thèmes que vous évidemment. avez expérimentés Évidemment. vous-même, vu que, évidemment, c'est pas un bouquin théorique, c'est un livre pratique, vécu et voilà, et Et vivant, éprouvé, absolument. et éprouvé. Alors, je regarde la dernière page du livre, enfin la dernière page de la couverture, euh, pour les auditeurs qui prendraient en catastrophe cette émission, puisqu'elle va bientôt se terminer. L'arrière de la couverture du livre donne un bon résumé de ce livre. Dans ce livre, Anne-Catherine Sabas donne les clés pour ne pas se laisser entraîner dans le négatif. Elle aborde tous les sujets qui peuvent rendre triste, déprimé ou colérique. Puis elle propose au lecteur de s'appuyer sur ses problèmes, je parle du lecteur, pour changer la donne, de porter un œil vraiment neuf sur une situation problématique, et ainsi de faire le choix de ne pas se laisser absorber par telle angoisse, telle contrariété ou telle peine. Pour compléter cette démarche positive, l'auteur propose des médi-mantras, dont on a parlé tout à l'heure, adaptés à chaque situation, mais aussi des coloriages, dont on a parlé tout à l'heure, les plumes, les visages, etc., pour aider à une certaine déconnexion d'avec le monde et à une reconnexion avec soi-même. J'ai noté que, je sais que vous êtes une fervente de Nelson Mandela, et j'ai noté qu'il y avait du Nelson Mandela, voilà, page 8, où vous dites, enfin, vous citez Nelson Mandela, nous ne sommes pas encore libres, nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. Voilà, Nelson nous Mandela. avons atteint la possibilité de découvrir que nous avons le pouvoir d'être heureux. Et puisque vous parlez de Nelson Mandela, Alors, j'ai cité à la fin de cet ouvrage un poème oui, qui n'est pas... je croyais que c'était de lui, moi. Et Les deux non, dernières phrases, je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme, je découvre qu'elles ne sont pas de Nelson Mandela. et non, c'est un poème qui a été écrit par William Ernest Henley
et qui a soutenu Nelson Mandela pendant toute son incarcération. Le film, il y a plusieurs films sur Nelson Mandela et puis sa biographie, enfin, il en parle régulièrement. C'est un poème magnifique qu'il a soutenu. Je ne sais pas si vous voulez le lire ou je veux bien le faire. Ah bah allez-y. Bon, alors ce poème s'appelle Invictus. Dans la nuit qui m'environne, dans les ténèbres qui m'enserrent, je loue les dieux qui me donnent une âme à la fois noble et fière. Prisonnier de ma situation, je ne veux pas me rebeller. Meurtri par les tribulations, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu d'opprobre et de pleurs, je ne vois qu'horreur et ombre. Les années s'annoncent sombres, mais je ne connaîtrai pas la peur. Aussi étroit que soit le chemin, bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme, je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. William Ernest Henley. Et voilà, je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Quand on connaît l'histoire de Mandela, on comprend bien à quel point est-ce qu'il a eu besoin de telles ressources pour tenir 27 ans dans les geôles d'Afrique du Sud. Enfin, voilà, c'est une autre histoire. Voilà, et nous qui avons des destins qui sont quand même, pour la plupart d'entre nous, beaucoup plus légers et plus faciles, il va être beaucoup plus facile de devenir capitaine de notre âme. Eh bien, nous touchons au terme de cette émission, Anne-Catherine, qui, je vous rappelle, était consacrée à votre dernier livre, votre petit dernier chez Bussière, Le pouvoir d'être heureux, renaître au bonheur chaque jour, qui va sortir le 13 janvier, donc nous en parlions en avant-première, que vous pouvez trouver évidemment chez votre libraire ou en ligne. Mais le mieux, évidemment, c'est de l'acheter chez le petit libraire du coin, hein, plutôt que chez les gros mammouths de la distribution en ligne. Bon, là, je donne un point de vue un peu perso. Nous sommes sur Radio Terrazen et nous touchons à la fin de cette émission, l'émission d'Anne-Catherine Sabas consacrée à la psychologie, et qui, à partir du mois de février, je vous le rappelle, va s'appeler En route vers la paix, et dont la prochaine est le 2 février. Et j'oubliais que nous avons une autre émission en janvier, le mois de janvier étant le dernier mois où nous faisons du bimensuel, hein. Et le 19 janvier, donc dans 2 semaines, nous avons, donc Anne-Catherine et moi-même, une émission qu'on a intitulée Réaliser ses rêves. Voilà, donc je vous donne rendez-vous au 19 janvier pour réaliser ses rêves, puis en février pour la première de En route vers la paix. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite d'être heureux ou d'avoir envie de le devenir et si possible, parce que ça va souvent avec, de rendre heureux votre entourage. Parce que quand nous sommes heureux, en général, ça se voit et les gens qui nous entourent sont les premiers à en bénéficier. Belle conclusion. Alors je vous souhaite à tous une belle nuit sur Radio Terrazen et vous retrouve le 19 janvier pour réaliser ses rêves avec Anne-Catherine Sabas. Voilà, et n'oubliez pas que dans quelques jours, le podcast sera en ligne sur le site de Radio Terrazen. Magnifique. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Retrouvez prochainement cette émission en podcast sur www.radioterrazen.net.